cadrer avec l'actualité, parce qu'elle était quand même constante déjà les deux autres exposés, les deux autres conférences. Et donc le titre de mon exposé sera... Oui, sera Actualité économique pour aujourd'hui, donc, de la vie-œuvre de Jules Leroux. Je vais vous parler du petit frère. Jules Leroux, qui est né en 1805, c'est le troisième de la fratrie des Leroux. Il y a un petit encore qui s'appelle Charles. Jules Leroux, c'est 1805-1883, donc il a 7 ans ou 8 ans de moins que Pierre. Alors d'abord, dans mon titre, j'utilise le terme vie-œuvre. Donc trois mots sur cette notion de vie-œuvre. Pour essayer d'en faire un tout petit peu comprendre le sens, je vais partir d'une lettre du 18 janvier 1844 de Georges Sand au plus farouche et intransigeant communiste, babouliste, néo-babouliste Richard Lahautière, et dans lequel Sand parle à ce moment-là de la responsabilité du journal L'éclaireur de l'Indre, et Sand dit on ne la laissera pas à Jules Leroux, parce que même son grand frère, Pierre, dit lui que c'est un fou sublime. Bon, fou sublime, ou un fou, au Moyen-Âge on disait un folle délicieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fou sublime? Qu'est-ce que c'est? Moi je viens plutôt d'un pays où on parle la langue d'oc, et si je disais un fou sublime à ma grand-mère, elle me dirait bah, c'est un fada. Pas plus ni plus ni moins, c'est un fou. Quoi. Voilà, donc, mais c'est possible. Et quand on regarde un petit peu la trajectoire de Jules, effectivement, il y a des moments où il n'est pas tout à fait, il n'est pas très net. Mais on peut aussi regarder ce que dit le Trésor de la langue française sur ce genre de fou. Et le Trésor de la langue française dit, je cite, « Personne qui atteint une vérité spirituelle en refusant de s'assujettir aux lois de la raison et ou aux normes sociales. » Et ça renvoie aussi à un certain nombre de profils qu'on trouve dans la génération si disparate de nos socialistes, de nos premiers socialistes, c'est-à-dire ceux qui vont le plus loin en termes de radicalité de la critique sociale, ou radicalité en termes d'espoirs sociaux. On pourrait citer le fameux mot de Charles Fourier, l'écart absolu. Ben, c'est ceux qui veulent aller vers l'écart absolu, c'est-à-dire qui veulent absolument renverser totalement le monde et ce qu'on leur dit être possible. C'est effectivement donc une définition possible du fou sublime par Pierre Leroux, et c'est d'autant plus possible que ça soit en ce sens-là que Pierre parlait de son petit frère Jules. C'est d'autant plus possible qu'il y a une réflexion sur les fous chez Pierre Leroux, qui est d'ailleurs excellemment présentée dans la thèse d'Armel Lebrun-Chopard, où il parle des fous. Qu'est-ce que c'est que le fou? Les fous chez Leroux, c'est les enthousiastes, au sens presque religieux du terme. C'est ceux qui se rapprochent le plus près du soleil et de Dieu. C'est ceux qui, dans le cadre de la triade qui vous a été présentée ici, ce sont ceux qui sont différentiellement dotés en sentiments. Le sentiment, c'est ce qui permet de se rapprocher de l'idéal. Ils ont plus de sentiments, les fous, finalement, que de raison, ou de sensation, que de connaissance ou de sensation. Dans la triade, c'est raison, sensation, sentiment. Et bien les fous, c'est plutôt ceux qui ont du sentiment. Et c'est effectivement peut-être le cas de Jules Leroux, qui, comme les femmes, dans la typologie de Pierre, serait supérieurement doté en sentiment. Donc ça lui permettrait de voir ce vers quoi on se dirige, ce vers quoi l'humanité se dirige. Et il a effectivement, probablement, il est différentiellement doté en sentiment. Il a probablement énormément de connaissances, et lui critique son frère à plusieurs reprises pour dire, tu as beau dire que tu as ta triade des trois sensations, sentiments, connaissances, tu les mets au même niveau, il n'empêche que tu demeures finalement un admirateur de la raison avant tout, plutôt que des deux autres. C'est ce que dit aussi Pauline Roland, c'est ludique d'une certaine manière. Donc Jules Leroux, ce serait celui qui aurait sentiment, peut-être de la connaissance aussi, mais surtout de la sensation, c'est-à-dire de la contact au milieu, sa capacité à transformer les milieux. Il a une phrase que je trouve absolument extraordinaire en philosophie, dans laquelle il dit à son frère, toi tu dis aux deux ailes de Platon, c'est-à-dire la raison surtout pour toi, et le sentiment, j'ajoute une troisième qualité de l'intelligence humaine, qui est l'œil ou le corps, c'est-à-dire la sensation. Pour le dire en langage moderne, on pourrait dire presque que chez Jules, pour le qualifier en une seule expression, l'expérience précède l'essence, très, très, très nettement. Et c'est quelque chose qui renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure sur la présence du transformisme dans la philosophie des Leroux.
Et en fait, ça, c'est le secret d'une vie œuvre, parce qu'une vie œuvre, c'est une vie qui a traversé énormément de milieux, qui a vécu énormément de sensations, et dans lesquelles les deux autres qualités se sont affirmées au contact de la qualité de la sensation, c'est-à-dire raison, sentiment, se sont développés dans une vie qui est une vie mouvementée. Alors, voilà pour l'introduction, donc il faut que je vous parle quand même très très rapidement de la vie de Jules Leroux. Vie de Jules Leroux, on en sait très peu parce que finalement, c'est ce que disaient nos collègues italiens de l'université de Lecce, et ils disaient que Jules Leroux, on n'a pratiquement aucune connaissance sur Jules Leroux, personne s'était vraiment intéressé à Jules Leroux, tout le monde savait qu'il y avait quelque chose, que c'était quasiment illisible, mais qu'il y avait très peu de choses. Alors voilà ce qu'on peut en retenir. J'ai mis vie de Jules Leroux en 7 épisodes. Il naît en 1805 et on pourrait lui appliquer sur un mode beaucoup plus fort ce que l'on trouve dans la Grève de Samarès sur Pierre concernant la propre enfance de Pierre. Pierre, vous savez, dit à un moment, je n'ai pas cherché la pauvreté, je l'ai rencontrée. Ou plutôt, elle m'a pris dans mon berceau et ne m'a jamais quitté. C'est vrai pour Pierre, mais c'est encore beaucoup plus vrai pour Jules. C'est ce que Jules n'arrête pas de dire à Pierre. Et Jules lui dit, en fait, finalement, prenant la grande métaphore de la fraternité, c'est-à-dire la métaphore d'Abel et Caïn, il dit, bah moi, Jules, je suis de la race des Abel. Et il le dit dans un vieux texte, il dit, Abel, c'est le peuple, le légiféré, le gouverné, le conduit, le passif, l'enfant, l'esclave, l'enchaîné. Et c'est celui qui s'est toujours battu contre la race des Caïns, c'est Jules à Pierre. Et il dit Caïn, c'est le roi, le légiférant, le gouvernant, l'ordonnant, l'actif, le père, le maître, le libre. Et ça, c'est un petit peu Pierre pour Jules. Voilà un tableau le plus bref que je pourrais faire de Jules pour introduire. Alors, concernant sa biographie, c'est un typographe. Mais c'est un typographe plus à la base, c'est un compositeur. Il travaille vraiment à la composition et un petit peu à l'imprimerie. Et on voit une première fois sa signature dans une brochure qui est considérée comme une brochure majeure de l'histoire du mouvement social en France, qui est une brochure qui s'appelle Au typographe, qui paraît en 1833. Et en 1833, dans Au typographe, il dit « Soyons une véritable classe et unissons-nous avec un moyen qui nous permet justement de nous battre dans le quotidien, pour ce qui est en train de se passer. Et ce moyen, c'est une coopérative de production, qui s'appelle une grande association. Et c'est une des premières moutures de la coopérative de production, si ce n'est qu'on pourrait l'objecter à ça que la toute première expression d'une coopérative de production se trouve dans le journal de Duchesne, L'Atelier, en 1831, où il y a un long texte sur la coopérative qui ne s'appelle pas la coopérative, qui s'appelle l'association. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, Duchesne avait enseigné à l'Athénée au lendemain des Trois Glorieuses de juillet, et celui qui enseignait aussi à l'Athénée, c'était Jules Leroux. Et que Jules Leroux déjà parlait de coopérative de production. Donc je me demande si même la conception, parce qu'on considère en France que la conception de la coopérative de production, c'est le courant duchésien. Or j'ai été très curieux de me rendre compte de cette rencontre. Quoi qu'il en soit, il écrit Au typographe en 1833. Il écrit aussi dans la revue encyclopédique. Il devient quand même, il a une certaine visibilité parce qu'il est le défenseur requis, puis refusé lors du procès monstre qui suit l'insurrection à Lyon et à Paris en 1834. C'est un grand procès, ils sont traînés avec les républicains et les premiers socialistes, bien que le terme socialiste ne soit pas encore vraiment présent. Non seulement il est appelé par un certain nombre de prisonniers pour les défendre lors du procès monstre, mais généralement il y a prisonniers et prisonniers, et là c'est les prisonniers ouvriers. C'est pas les grands républicains à l'époque, c'est pas Cavaignac, c'est pas des gens comme eux qui requièrent Jules Leroux, c'est plutôt les ouvriers. Ce qui est intéressant, dans la mesure où il y a un certain nombre d'historiens qui ont montré que c'est à Sainte-Pélagie, dans la maison de Sainte-Pélagie en 1835, que se fait une césure, probablement, entre un républicanisme rose et un républicanisme beaucoup plus rouge, qui se développe chez les ouvriers et qui va refleurir avec une nouvelle vague du communisme gaulliste dans les années 1838-1842. Bon. Et Jules est très proche de ça. Étape suivante, là j'étais à peu près 1833-1835, 1835-1840, il participe à cette immense entreprise dont on a parlé, qui est l'entreprise de l'Encyclopédie Nouvelle, qui voulait refaire pour le 19e siècle industriel et démocratique, et socialiste très probablement, ce qu'avait fait Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Encyclopédie Nouvelle, qui est donc coordonnée par Jean Reynaud et Pierre Leroux, il signe tous les articles d'économie politique. Tous. C'est une énorme production d'économie politique, des articles économie politique, Adam Smith, banque, bourse, commerce, échange, tout ça.
Tout ça, c'est signé par Jules Leroux. Et c'est le début de ce qui sera un de ses projets de vie, qui sera d'essayer d'écrire une sorte d'anti-traité d'économie politique. Le traité d'économie politique classique de l'époque, en France, c'est le traité de Jean-Baptiste Say en 1803, qui a été réédité, qui est le best-seller en matière d'économie politique libérale au début de la monarchie de Juillet. Donc, entre 35 et 40, il est là, puis à partir de 1844, eh bien, il est ici à Poussac, et il est l'un des premiers arrivés à Poussac au printemps 1844, et il participe à toute cette entreprise, c'est-à-dire non seulement c'est la petite et la grande main, d'après ce que j'ai pu voir, au niveau du travail d'imprimerie, et sur ce point-là, il y a l'article de M. Dayen, je crois qu'il est dans la salle, qui est le seul article, à mon avis, solide et fiable, sur lesquels on puisse s'appuyer pour savoir ce qui se passait dans cette imprimerie, qu'est-ce qu'on évitait, qui étaient véritablement les acteurs de tout ça. Donc Jules est vraiment présent dans le travail de l'imprimerie. On réédite De l'Humanité, on va rééditer la revue sociale dont nous parlera Laurent tout à l'heure, l'éclaireur de l'Inde à partir de la moitié de l'année 1845. Et puis il y a l'histoire de la ferme auquel il est moins lié. En 1848, il est encore à Boussac parce qu'il est l'un des... C'est quand même un type, je dois dire en un mot, c'était un sacré coléreux. Autant son frère était quelqu'un d'assez débonnaire, autant tout ce qu'on entend sur Jules Leroux, c'était que c'était vraiment un type qui avait un mauvais caractère, qui était particulièrement coléreux et irascible et sanguin. Quoi qu'il en soit, il anime le club démocratique, et c'est ce club démocratique qui permettra en grande partie l'élection, qui favorisera l'arrivée de Pierre Leroux à la mairie, qui favorisera un certain nombre de candidatures socialistes ou radicales, comme par exemple celle de Martin Nadeau, dans la région. Donc voilà pour 1848. Et puis en 1849, il rejoint son frère à l'Assemblée, donc à la législative, et il est député de la Creuse de 1849 à 1851. Donc il siège à l'Assemblée, il siège à la Montagne, et à la Montagne, on l'appelle même le petit Robespierre, ce qui est déjà quand même un trait tout à fait significatif de ses orientations. Après, il part, étape suivante, il part en exil après décembre 1851, à Londres avec son frère, puis surtout à Jersey, où se crée une sorte de deuxième communauté des Leroux. La première communauté, c'était celle de Boussac, la deuxième communauté, c'est celle de Jersey. À partir de 1859, comme un certain nombre d'exilés, il bénéficie de l'amnistie de l'empereur, il rentre en France, mais simplement, comme de la même manière qu'il y avait prisonnier, il y a exilé, et il vit dans un état de pauvreté depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, tel qu'à un moment, il considère qu'il ne peut pas rester en France. Et donc à 63 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau avec toute sa fratrie, pas Pierre. Il y a plus, en fait, c'est le dernier frère. En fait, il part avec il part avec ses gendres, avec ses filles. Enfin, ils partent tous. Ils prennent le bateau, ils traversent l'Atlantique. Puis, arrivé en Atlantique, ils montent dans des chariots, comme les pionniers du Far West. Et il rejoint la ville de Neuchâtel, non pas en Suisse, mais dans le Kansas. Et à Neuchâtel, au Kansas, il bénéficie de ce qu'on appelle le Homestead Act, c'est-à-dire l'État américain donne un certain nombre de terres, et donc il récupère, je crois, 80 hectares dans la ville de Neuchâtel, et il s'installe là avec toute sa communauté. Il commence à faire de l'agriculture, et puis je pense qu'à la différence visiblement de Bruno Viard, il n'avait pas la main verte, donc il arrête assez vite, et il décide de reprendre son boulot, et donc il achète un métier à bras. Et avec ce métier à bras, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a fait toute sa vie, il imprime de nouveau, et il imprime le principal voix publique de l'époque, c'est-à-dire il imprime un journal qui a le beau titre de l'Étoile du Kansas. Puis du Kansas, 2 ou 3 ans plus tard, donc là on est en 1867, quelques années plus tard, ils rejoignent la colonie carienne, donc des disciples de Cabé, qui se trouve à Corning, dans l'Iowa. Là, c'est pareil, ils vivent une vie communautaire et il continue. Il continue avec son poil à gratter favori et il crée un deuxième journal qui s'appelle L'Étoile du Kansas et de l'Iowa, organe de la République française et universelle. Rien moins que l'organe de la République française et universelle, donc qui s'édite dans les prairies de l'Iowa. Bon. Et puis finalement, en 1880, comme les colonies du centre des États-Unis, les colonies cariennes ne fonctionnent pas bien, il repart avec toute sa... Donc il a 60, il doit avoir 1880, donc il a 75 ans. À 75 ans, ils reprennent leur chariot et ils vont s'installer à Cloverdale en Californie.
où, pareil, il relance ce projet d'opposition, donc il est en contact par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, avec tous les socialistes français qui sont installés aux États-Unis, qui ont migré en 1948, qui ont migré après 1871, les internationalistes, les gens de la... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'association française, je ne me rappelle plus son nom. Bref, donc il part en Californie, et en Californie, il crée une dernière colonie, donc une dernière communauté qui s'appelle la colonie d'Icaria Speranza. Speranza renvoie au journal qu'avait créé Pierre Leroux à Jersey en 1859, l'Espérance. Donc c'est une dernière communauté dans un ranch où il achète ça avec ses gendres, avec ses filles et autres. Et bien entendu, lui, toujours pareil, il ne fait pas d'agriculture, il ne plantera pas les premières vignes de vin californien au nord de San Francisco, mais il crée son dernier journal qui a un titre magnifique qui s'appelle L'Étoile des pauvres et des souffrants, organe du communisme libérateur des peuples et de l'individu. Et il décède en 1883, en octobre 1883, après une vie déjà donc agitée, une vie de sensation extrêmement agitée. Et en juillet 1881, 2 ans plus tôt, dans L'Étoile des pauvres et des souffrants, voilà une phrase qui, à mon avis, résume tout cet itinéraire, la mélancolie de cet itinéraire, Voilà ce qu'il écrit, il dit « Je ne voudrais être ni Gambetta, ni Grévy, ni Ferry. Je ne voudrais être ni Rochefort, ni Louise Michel, ni Juliette, ni Malon. Je ne voudrais être ni le baron Rothschild, ni le marquis de Jalifet, ni Demeux. Je ne voudrais être ni Hugo, ni Coquelin, ni Pasteur, ni Renan. Je voudrais être heureux. » Vous avez là, à mon avis, un résumé de ce qu'était Jules Leroux et de ce qu'a été la trajectoire de ce typographe à ce moment-là. Bon, ça c'était mon deuxième point. Alors, le troisième point, c'est un exercice d'anachronisme contrôlé. Savoir, est-ce qu'il y a une actualité dans cette économie politique pour moi, qu'on peut considérer comme un économiste, bien que j'en sois pas un. Je suis dans la section des économistes au CNRS, mais je suis plus accueilli par la section des politistes, par la section des historiens. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une économie politique, une actualité de cette économie politique? Quelles sont les idées qui sont les idées saillantes? Là encore, je partirai de la lettre. De la lettre, et d'une lettre notamment que Jules Leroux écrit à Louis Blanc. Il écrit toujours pareil, de son log house dans la prairie de Neuchâtel, Nehama County, au Kansas, où il lui parle toujours de ce projet de faire quelque chose de saillant qui serait en quelque sorte l'économie politique lerouxienne. En fait, cette anti-économie politique libérale qui serait l'économie politique lerouxienne. Et il lui présente le manuscrit qui vient de sortir, c'est la dernière étape de cette réflexion sur lequel il tâtonne depuis le début des années 1830 dans ses articles. Ses premiers articles sont marseillais, dans Le Peuple souverain, en 1832, les articles de la revue encyclopédique, puis les articles de l'encyclopédie nouvelle, puis quand il était à Boussac, son frère a réédité de l'Humanité, et Jules Leroux lui dit « Pas de souci, moi aussi je vais éditer », et c'est M. Damien qui le dit dans son article, il dit « Moi aussi je vais éditer un ouvrage qui va s'appeler « Problème économique ». Donc toute sa vie tourne autour de ça. Et il parle de ce projet à Louis Blanc en décembre 1869, donc au moment où il est en exil, et il lui dit « Il s'agit non pas d'une révélation en économie politique, plus ou moins contestable, mais d'une certitude. Ce n'est pas un système que j'y expose, c'est la science véritable de l'économie. Simplement, il n'a jamais fini. Et alors, il se justifie, c'est une justification possible du fait qu'il ait toujours inachevé son travail. Et voilà ce qu'il écrit à Louis Blanc. Il dit « Pierre Leroux, mon frère, a toujours dit de moi que j'étais un paresseux. Monsieur de Lamennais avait une même opinion de moi et m'en faisait un crime. Il me disait, vous avez tort d'être ainsi. C'est avec le plus vif et le plus grand intérêt que je lis vos articles d'économie politique dans l'encyclopédie nouvelle. » Ce qui est anecdotique par un certain nombre de côtés, qui renvoie à la personnalité de Jules Leroux et Bruno Viard pourra vous dire qu'il y avait une accusation permanente contre les 3 jeunes frères de Leroux qui étaient, semble-t-il, les parasites du grand Pierre. Donc ça, c'est un aspect. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est de se rendre compte que Lamennais, qui était quand même la grande référence des Républicains autour de l'année 1835 et 1840, lisait et appréciait les textes de Jules Leroux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'économie politique? Qu'est-ce que trouverait un économiste d'aujourd'hui dans les textes économiques de Jules Leroux, sachant qu'on doit avouer dès le départ qu'ils sont totalement illisibles.
C'est-à-dire, sur certaines pages, on y passe des heures et des heures à se dire, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire à cet endroit-là? Donc, si on essaye néanmoins de simplifier son propos, je pense qu'il y a 4 idées qui sont intéressantes par rapport à ce que vit aujourd'hui la science économique, et ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence économique, et nos présupposés économiques par rapport à ça. Premièrement, il dit, première idée, il considère que la science économique de son temps, qui naît en tant que discipline autonome, fait totalement faillite. C'est-à-dire la discipline qui s'inscrit dans les pas d'Adam Smith, qui a publié La richesse des nations en 1776, et de son principal diffuseur français, qui est Jean-Baptiste Say, qui a publié le premier traité d'économie politique en 1803. Eh bien, lui, il considère que la pente qui a été prise par cette économie politique-là est une pente qui l'amène à sa perte, et que cette économie politique est un faux savoir. Alors, je trouve que c'est une idée intéressante, vu les arguments qu'il développe. Il dit que c'est un faux savoir, cette économie politique, d'abord parce qu'il y a une telle sacralisation du positif et de l'expérimental là-dedans que ça ne peut pas tenir la route. Il dit que les économistes partent du comportement individuel, donc c'est un individualisme. C'est un individualisme qui est basé sur le comportement utilitaire des individus, et sur la base de ce comportement utilitaire, on regarde comment il rentre dans le seul processus social qu'envisagent les économistes, qui est le processus d'échange sur des marchés dits libres. Il dit ça, c'est absolument contraire à ce que devrait être une véritable intelligence économique. C'est contraire, tout simplement, parce que si une intelligence économique doit se développer aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une intelligence économique qui soit en rapport, c'est un problème de sensation et de transformisme de nouveau, mais qui soit en rapport avec les autres humanités, et notamment l'histoire, la politique et la morale. Il n'y a une vraie économie politique, c'est plutôt, on va la trouver, nous dira Jules Leroux, chez Aristote, bien plus que chez Jean-Baptiste Say. Parce qu'avec Jean-Baptiste Say, il dit qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est une économie qui dit nous on fait du positif, comme font mes copains, les collègues de département d'économie, ils font de l'expérimental, ils font de la neuroéconomie. Donc, ce que dit Jules Leroux par rapport à ça, c'est que c'est ni plus ni moins dans ce cas-là qu'une science de la constatation du présent, du comportement, on les enregistre et les comportements présents. Donc, en dehors de ça, c'est tout simplement une science de la validation des situations présentes. Or, de fait, Jules Leroux dit, mais cette situation présente, c'est pas la situation alternante, parce que si vous regardez le présent de 1830, qu'observent les économistes, c'est un présent qui est basé sur la domination et l'inégalité, et notamment l'inégalité des dotations. Donc cette science économique, en fait, c'est une science servile. Et pour reprendre un terme qui n'est pas, malheureusement, de Jules Leroux, ça aurait pu l'être, il serait sur la même ligne qu'un autre socialiste de l'époque, qui était le pape de l'église fouriériste, qui était Victor Considérant, et qui n'était pas non plus un zozo, parce que Victor Considérant, je rappelle que c'était un polytechnicien, et Victor Considérant, parlant d'économie, dit c'est la science de la richesse des nations, donc la science de la richesse des nations, ça c'est Adam Smith, science de la richesse des nations, 3 petits points qui meurent de faim. Et donc pour eux, l'économie, pour ces socialistes, c'est véritablement ça. Et pourtant, ce que dit Jules Leroux, c'est que quand même par rapport au XVIIIe siècle et au temps antérieur, on est désormais dans un temps qui est un temps industriel. Ce qui caractérise les sociétés évoluées, c'est l'économie, c'est la matérialité, c'est l'industrie. Parce que le grand vocabulaire des années 1820, c'est l'industrie, l'industriel, partie des industriels, ça veut dire l'économie, tout simplement. Et donc, les économistes ont au moins abordé, même de façon fausse, les questions les plus importantes du temps, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une société économique? Qu'est-ce que c'est qu'une société évoluée? Qu'est-ce que c'est qu'un homo economicus? Finalement, l'homme, dans cette société évoluée, c'est quoi un homme économique? Les économistes le disent, mais ils le disent faussement. Et puis surtout, une fois qu'on a défini l'un et l'autre, quel est le type de lien, finalement, quel est le type d'architecture qui permet de relier un homme économique à une société économique? Et donc il dit qu'il faut se positionner par rapport à ces questions-là que les économistes ont soulevées, mais ont mal résolues. Donc la deuxième grande idée, c'est ce qu'il développe, et je trouve ça, j'ai trouvé ça quand même assez fabuleux, quand au bout d'un moment, je me suis rendu compte de ce qu'il racontait, après l'avoir lu 250 000 fois, c'est sur la question de la nature de la société économique. Qu'est-ce que c'est qu'une société économique? Jules Leroux dit, finalement, si on lit les économistes, une société économique, c'est une nature, c'est un règne naturel. C'est un règne qui part du besoin et de la consommation des individus. Les besoins et la consommation des individus produisent spontanément un processus qui s'appelle la division du travail et la division des marchés. Et cette division des marchés fait que, naturellement, la société se structure en classes sociales, dont la classe des capitalistes, d'un côté, qui détiennent le capital, la classe des fermiers et des rentiers,
deuxièmement. Et troisièmement, la classe des prolétaires ou des salariés qui vendent le travail. Terre, travail, capital. Et ça, c'est l'argumentation des économistes. Que en quelque sorte, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la société économique, serait en quelque sorte un phénomène naturel, un mécanisme naturel. Or, en étudiant ça, Jules Leroux dit non, c'est faux. C'est faux. Si vous regardez à la Genèse, peut-être que ça se passe comme ça. Mais une fois que la société est structurée en classe, c'est pas du tout un phénomène naturel qui se développe, c'est autre chose. Et cette autre chose, il dit, c'est l'effet d'un choix. Donc finalement, il dit l'économie, c'est quoi? C'est pas une nature, c'est un choix. Ou pour le dire différemment, l'économie, c'est un choix. Donc en fait, ce n'est pas une nature, mais c'est un gouvernement. C'est une manière de gouverner. Et le gouvernement dans lequel on vit, au début des années 1830, il le dit, qui est structuré avec ces trois classes, en fait, c'est un gouvernement qui a fait le choix de valider et d'entériner, sous couvert de naturalité, les plus forts. Et donc, il utilise le terme, c'est le gouvernement des capitalistes. En fait, le régime dans lequel on vit, donc c'est ça, les textes qui datent de 1833-1834, il dit, c'est de fait, c'est le gouvernement des capitalistes. Or, il poursuit son raisonnement sur ce plan-là, il dit, mais alors si l'économie n'est pas une nature, mais un choix ou un gouvernement, eh bien ça veut dire qu'on peut calibrer tout ça différemment. Si c'est une nature, on ne peut pas, parce qu'un phénomène naturel, on ne va pas s'amuser à réfléchir. Tandis qu'un choix, c'est le résultat de délibération. Et donc il dit, pour la nature de la véritable nature d'une société économique évoluée, doit mettre en place une nouvelle politique. Et cette politique doit être en rapport avec ce qui est en train d'émerger dans le cadre de la société de notre temps, et qu'étudie son frère Pierre Leroux avec ses notions d'humanité, de perfectibilité ou autre. C'est une société qui est fléchée non pas par la prédation de l'individu, mais par l'association, par un progrès général de l'association. Et donc il faut qu'on mette en place un gouvernement de l'association, une manière générale de gouverner la société économique par l'association. Et la modernité assumée doit donc réaliser effectivement ce qui est en acte dans l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire le renforcement de ce lien, une évolution qui est scandée par ce qui est au cœur de toutes les religions, c'est-à-dire l'égalité et la solidarité. Il faut mettre en place un gouvernement économique qui est basé là-dessus, et qui réalisera la dernière de toutes les religions, la dernière de toutes les connaissances du lien d'égalité et de solidarité, et la dernière de ces religions, c'est le socialisme. Donc il faut absolument mettre en place un gouvernement qui soit un gouvernement en rapport avec ce qui est en acte à l'heure actuelle dans l'évolution de l'humanité. Et donc sur ce plan-là, il y a des chapitres, alors c'est pas aussi développé probablement que ce qu'on trouvera plus tard, mais concernant les phénomènes de production et les phénomènes de distribution. Concernant les phénomènes de distribution, si vous avez un gouvernement qui repose sur ce plan-là, eh bien la formule de distribution, elle n'est pas la formule des Saint-Simoniens, à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres. C'est la formule qu'on va créditer à Marx 25, 30 ans ou 40 ans plus tard dans la critique du programme de Gotha. Il le dit, c'est la formule à chacun selon ses besoins. C'est ça la formule de distribution qui doit fonctionner dans l'association qui va flécher le gouvernement futur de l'humanité. Donc à chacun selon ses besoins, puisque tout le monde a les mêmes besoins. Ça, c'est le premier point. Et concernant la formule de production, il dit qu'il faut expérimenter des formes de propriété qui sont des formes de propriété autres que la propriété individuelle et héréditaire. Et il développe là-dessus des réflexions, comme il a été montré, probablement sur le rôle que doit jouer l'État, mais aussi sur le rôle que doivent jouer les institutions intermédiaires du type les coopératives ou les ateliers sociaux. Ce qui veut dire que sur la question de la propriété, la réflexion est très moderne parce qu'elle recoupe ce qu'on voit aujourd'hui sur la littérature, sur les communs, en fait, sur les formes nouvelles de propriété qui doivent être expérimentées et qui doivent permettre aujourd'hui de développer plus correctement la production. Donc le deuxième point, c'est ça, c'est-à-dire la société économique, non pas comme une nature et un gouvernement qui doit être donc réfléchi de ce point de vue-là. Le troisième point qui est quand même très important dans son argumentation, c'est une réflexion sur l'homo economicus, que les économistes appellent l'homo economicus, mais lui, il ne va pas avoir une réflexion, je trouve, en termes d'individu, mais plutôt une réflexion en termes de personne économique. Quelle est la nature de la personne économique? Et sur ce plan-là, là aussi, je trouve que c'est un point de vue original, mais sur lequel il rejoint aussi son frère. Je pense qu'ils discutaient tout le temps là-dessus, sur ce plan-là. C'est qu'il dit finalement, l'une des grandes thèses qui vient du XVIIIe siècle, mais qui a été renforcée et durcie par les économistes, c'est de dire que soit vous vivez dans une société qui est une société sauvage, sans propriété, et où il y a une relative égalité possible,
soit vous voulez la croissance, et si vous voulez la croissance, il faut la propriété. La croissance, donc, un certain niveau, à discuter peut-être, mais un certain niveau néanmoins d'inégalité, c'est la condition de la croissance. Donc, pour décrypter ça, Jules Leroux dit finalement, le discours qu'on voit surgir à ce moment-là, c'est un discours qui dit que l'homme économique est par nature un être inégal. Il faut absolument que ça soit basé sur une réflexion sur l'inégalité. Ce qui marchait pour les sociétés précédentes, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à ça. Et il le trouve, j'ai tout un ensemble d'auteurs qui jalonnent la tradition économique, par exemple, chez Sismondi, qui parle de l'inégalité de vie du riche et du pauvre, comme si c'était deux castes ou deux essences différentes. Et la thèse très forte qui développe, et qui sera aussi une thèse qu'on voit réapparaître dans toute la tradition ultérieure au socialisme, ça sera de dire, mais est-ce que finalement une société économique, c'est pas justement l'inverse? C'est pas justement une société qui ayant repoussé les vieilles antiennes malthusiennes concernant l'inéluctabilité, la souffrance, du labeur des hommes et autres, donc qui est une société qui peut aller non pas vers l'abondance, mais ça renvoie à ce que dira probablement Laurent sur la question du circulus ou autre, mais la suffisance, donc une société qui contrôle ses besoins, qui contrôle son rapport, donc sa sensation et son rapport à la nature. Est-ce que, dans ce cas-là, une société de ce type-là, elle n'est pas justement, non pas une société qui ne peut vivre que de l'inégalité, mais une société qui peut faire le choix et qui peut assumer sans problème le choix de l'égalité? Et lui, la réponse qu'il donne à ce moment-là, en se centrant sur les recherches de son frère, c'est de dire que si on regarde la métaphysique et si on regarde surtout l'histoire, c'est-à-dire la description des stades de civilisation de la société, on se rend compte que c'est très probablement ça qui est, alors c'est cruel d'en parler aujourd'hui, peut-être en 2020, mais c'est peut-être ça qui est derrière le fil de l'histoire, c'est-à-dire la constitution d'un individu économique qui serait mu par l'égalité. Donc ça c'est le troisième point, et là encore c'est quand même une idée, quand on a débroussaillé ces pages, c'est quand même une idée qui est quand même une idée intéressante. Et le quatrième point, c'est que bien entendu, une fois qu'il a dit que la société économique c'est qu'un gouvernement, et non pas une nature, comme le pensent les économistes, et que l'homme économique, l'homo economicus, c'est d'abord et avant tout non pas un individu utilitaire qui est basé sur la distinction et la prédation, mais quelqu'un qui va dans le sens de l'égalité, et qui peut sans problème aller dans le sens de l'égalité, se pose la question du rapport entre cet homme économique évolué et la société économique la plus évoluée possible, qui sera la mieux réalisée. Et donc ça, il le pose dans le cadre d'une réflexion sur les stades historiques, qui est très, très significative de ce début du XIXe siècle. Et il dit bon, ben, si on regarde l'histoire, on est passé de l'échange forcé, qui était l'échange pour les serfs et les esclaves, qui marchait pour les serfs et les esclaves, à ce qu'on a aujourd'hui, qui est l'échange mutuel avec sacrifice, c'est-à-dire les individus, petit à petit, grâce à l'intervention de l'État, dans le cadre des coopératives, vont faire des échanges entre eux, basés sur la mutualité, bien qu'on a encore besoin d'éléments coercitifs, du type, par exemple, les incitations, comme chez les économistes, c'est-à-dire des différentiels de salaire. Ce qui est une réflexion aussi centrale, par exemple, dans l'organisation du travail de Blanc, Becker et compagnie, où ils réfléchissent sur les incitations dans les coopératives. Il dit effectivement, pour l'instant on en est là, on a avancé dans le stade de l'humanité, on va vers cette société-là, mais on est pour l'instant à cet état-là. Simplement, il dit, dans l'avenir, et donc en tant que fou, il est bien placé pour moi l'avenir, il dit dans l'avenir, on va se diriger vers notre type de société qui est l'échange mutuel sans sacrifice. Et il montre que dans une société parfaitement développée, où tout cela sera assumé, en fait, ça sera une société sans gouvernement. Et donc, on voit une thèse sur l'anarchisme, qui est une thèse assez forte, qui paraît en 1836, dans laquelle il dit il suffira à l'individu de vivre, et de son besoin seul, sans direction aucune, et sans gouvernement aucun, sortirait la plus grande production possible. Et dans cette société du futur, qui a assumé les effets de son choix, et ses effets du choix en faveur de l'égalité et de la solidarité, il dit finalement les formes d'échange, et il n'y a pas du tout l'échange au sens de transaction économique, les formes de l'échange, et à un moment il y a un texte magnifique où il dit, voilà, deux individus vont sur un marché, ils s'échangent deux choses. Ça fait une société, ça? Il dit pas non. En revanche, un homme s'échoue sur une côte. Il est secouru, il est soigné, il est aimé. Est-ce que c'est une forme d'échange, ça? Oui, oui, c'est une forme d'échange. Il faut qu'on pense l'échange, de façon générale, l'échange entre humains, sur ce mode-là. Et c'est ça qui doit définir l'échange économique, et non pas l'échange tel que le définissent les économistes. Et il a une phrase que je trouve extraordinaire dans l'entrée Adam Smith de l'Encyclopédie Nouvelle, dans lequel il dit, dans la société future, c'est l'échange qui va se développer, sera l'échange
c'est l'échange qui règne là où règne l'amour. C'est l'échange qui règne là où les êtres sont liés mutuellement, au point d'être mutuellement les objets mêmes de leur activité réciproque. Il y a une phrase qui est quasiment identique dans un texte qui est postérieur de 3 ans de Karl Marx, qui sont ses études sur le cours d'économie politique de James Mill. Je me demande comment Marx, bien sûr il peut y avoir des influences allemandes, mais je me demande comment Marx a pu ne pas lire ce texte-là, qui était salué par Sand, Lamennais et d'autres. Et il y a exactement la même phrase, 2 ans ou 3 ans plus tard, juste avant les manuscrits de 44 chez Marx. Donc voilà le quatrième aspect qui est très 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 moderne là-dedans. Alors je finirai par 2 citations, parce que finalement, ça renvoie aussi à l'expression de retournement des stigmates que tu as utilisé tout à l'heure en disant, mais elle se revendique féministe. Elle se revendique féministe, et ça veut dire toute cette forme de positivité derrière. Et en lisant Jules Leroux, et en lisant ce qu'il écrit sur l'économie politique, et encore une fois, c'est ce qui est si difficile à dire, enfin à lire et à comprendre, on a également une manière d'appréhender ce qu'ils concevaient eux comme le rêve, qu'on va appeler l'utopie. Tout à l'heure, était précisé le fait que, par exemple, dans le bouquin d'Audier, il charrie encore un vieux vocabulaire sur ce que signifie l'utopie, le premier socialisme, le premier communisme et autres. Ou ce que signifie l'idéal. Qu'est-ce que ça signifie chez tous ces auteurs? Alors, plutôt que de le développer, je vais lire 2 citations. Enfin 2 et demi, en gros. L'une de Jules Leroux, qui justement parle de cet échange mutuel sans sacrifice, c'est-à-dire une société économique ce que doit qualifier une société économique évoluée, à savoir l'amour. Et il dit, ce n'est pas un rêve de notre imagination. Parlant de ça. Alors ça m'a fait immédiatement penser à une phrase qui se trouve chez Georges Sand, qui est connue, et qui paraît dans Les Terreurs de l'Indre, et dans lequel elle dit, Descartes disait, je pense donc j'existe. Et ça renvoyait à la conception cartésienne de la rationalité, de la seule intelligence basée sur la rationalité. Descartes disait, je pense donc j'existe. Et Sand poursuit, les rêveurs de mon espèce pourraient dire aujourd'hui, je rêve, donc je vois. Et on trouve la même expression dans une lettre qu'elle écrit contemporaine, qu'elle écrit au maçon Poncy, maçon et poète Poncy, et qui est encore, je trouve, enfin c'est là où la lettre est la plus belle, c'est pas étonnant avec Sand. Mais voilà ce qu'elle lui écrit, elle lui dit, voilà comment les utopies se réalisent. C'est toujours autrement et mieux. Quelqu'un conçoit un idéal, on en rit. Et on lui pardonne en disant c'est beau, mais trop beau. Puis les temps marchent, les faits s'accomplissent. Et il arrive que l'idéal est dépassé. Les hommes alors comparent et se retournent en souriant vers la prédiction. Ils s'étonnent de la trouver si timide et pardonnent alors à son peu d'ampleur à cause de la bonne intention. Ce qui ne les empêche pas, les enfants qu'ils sont, de recommencer à railler toute prédiction nouvelle. Et donc ça m'a fait penser notamment quand tu as développé sur le vote, par exemple, qui apparaissait à l'époque, mais enfin c'était comme si on avait annoncé la Lune. Voilà. Et alors une dernière citation là, qui était qu'on aurait pu peut-être plus discuter si Vincent Payon avait été là, et sur l'actualité, puisque c'est une question que, grâce à Laurent, on a centré sur la question de l'actualité 2021. Et là, c'est une citation de Gerald Cohen, qui est un philosophe anglais, et qui a été un des principaux discutants des principes de justice de John Rawls, qui est le grand bouquin qui a complètement modifié la conception de la théorie de la justice sociale en 1970. Et Cohen réfléchit sur les principes de justice de Rawls, en particulier dans le dernier texte qu'il publie avant sa mort, qui s'appelle Why Not Socialism en 2010, et qui a été traduit en français avec une préface qui a un sommet, à mon avis, d'incompréhension de la part d'un socialiste français qui, à l'époque, n'était pas encore président, qui s'appelle François Hollande, qui signe une postface, il ne comprend absolument pas le texte. Mais voilà ce que dit Gerald Cohen. Il dit « Toute tentative de réalisation de l'idéal socialiste se heurte à la fois à la domination du capitalisme et à l'égoïsme des hommes. Si l'on veut prendre la politique au sérieux, on doit compter avec ces obstacles. Mais ce n'est pas une raison pour traduire l'idéal, on pourrait dire le rêve, Sand aurait dit le rêve. Y renoncer sous prétexte qu'il achoppe sur ce double obstacle, c'est aller à la débandade. Même quand il est possible de le défendre, on le fera moins résolument qu'on le devrait, car on aura perdu de vue sa définition même. Donc voilà, je voulais finir sur ce texte qui est là, pas de 2021, mais de 2010. Voilà.